Bonjour mes petits élèves de première S, voici la vidéo sur les interactions fondamentales. Dans cette vidéo, il y aura une partie des informations qui sont sur l'écran, il n'y aura qu'un slide, ça va vous faire bizarre. Et l'autre partie des informations sera dit à l'oral, et ça sera à vous de réussir à les prélever entre guillemets lorsque je parle. Ça vous apprend à prendre des notes entre guillemets et à prendre des informations qui sont dites simplement de manière orale. Donc rentrons dans le vif du sujet. Les quatre interactions sont la force gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire faible et nucléaire forte. En termes de portée, la force gravitationnelle et électromagnétique sont deux forces de portée infinie, alors que la force nucléaire faible et forte sont à très courte portée. La nucléaire faible a lieu à des portées de l'ordre de 10-18 mètres, et la nucléaire forte dans des distances inférieures à 10-15 mètres. On n'a pas de formule à vous donner sur les nucléaires faibles et fortes, alors que la force gravitationnelle et électromagnétique, vous avez retrouvé les formules lors de l'activité. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu l'une après l'autre les différentes forces. La force gravitationnelle est la force qui est prépondérante aux grandes échelles. Ce que j'appelle les grandes échelles, c'est elle va être prépondérante dans les échelles astronomiques, ça veut dire au niveau des étoiles, des planètes, au niveau des galaxies entre elles, etc., etc. Et entre les amas de galaxies, entre eux, d'accord. Donc cette force gravitationnelle est toujours attractive. Son intensité diminue proportionnellement à l'inverse d'une distance au carré, la distance qui sépare deux corps. Donc en gros, la force gravitationnelle, c'est une force qui s'exerce entre deux corps qui possèdent une masse. D'accord. Par exemple, deux élèves côte à côte, il y a une force gravitationnelle entre elles. Mais vos masses étant extrêmement faibles, cette force-là n'a aucun impact. Elle est tellement ridicule en termes d'intensité que vous ne la sentez pas. Donc la force gravitationnelle s'exprime entre deux objets de masse, MA, MB. Sa formule c'est G, MA, MB sur D au carré. Elle est valable, elle est prépondérante aux échelles astronomiques pour la simple raison que les masses mises en jeu sont énormes. On parle de masses qui vont aller de 10 puissance 20 à 25 pour des planètes, voire plus. Et pour le Soleil, on arrive à une masse qui est de l'ordre de 10 puissance 31. Sachant que le Soleil est une petite étoile, une étoile moyenne. Il y a des étoiles bien supérieures au Soleil en termes de masse et de taille d'ailleurs. Et puis au-delà, on a même, si on parle des systèmes solaires qui vont exercer des forces entre eux, les différents systèmes solaires, les galaxies entre elles, etc., etc. Là, on va arriver à des masses mises en jeu extrêmement importantes. Cette force gravitationnelle est toujours attractive. Elle est responsable donc de la structure de l'univers. C'est elle qui fait que on a le Soleil qui tourne autour du centre de la galaxie, que nos planètes tournent autour du Soleil, etc., etc., que la Lune tourne autour de notre planète, etc. Elle est aussi responsable de la forme des objets. Je pense que vous avez tous remarqué que tous les objets de taille astronomique sont tous de forme sphérique. C'est dû à la force gravitationnelle, parce que c'est une force qui est la même dans toutes les directions de l'espace. Et la conséquence du fait qu'elle s'applique dans toutes les directions de l'espace, d'accord, si vous prenez une planète, autre chose importante que je n'ai pas encore dit, c'est lorsque vous considérez, lors de la force gravitationnelle, un objet qui possède une masse MA, vous considérez qu'en fait, toute cette masse, dans l'expression de cette force, et c'est comme si elle était concentrée dans le noyau au centre de cet objet. Comme cette force donc part du centre de l'objet, qu'elle va elle attire à elle dans toutes les directions de la même manière toutes les masses, ça a la conséquence de faire que à partir d'une certaine taille, d'une certaine masse, tous les objets ont une forme sphérique. D'où le fait que la Terre soit sphérique, la Lune, etc., etc. Donc voici la force gravitationnelle. Une autre application de la force gravitationnelle que vous connaissez, que vous avez d'abord connue avant de parler de force gravitationnelle, c'est le poids. Le poids, je vous rappelle que la formule c'est P égale M fois G, M étant la masse d'un objet sur Terre.
petit g, attention, il y a une différence entre grand G de la force gravitationnelle et le petit g de la force du poids. L'intensité de pesanteur. Cette force est responsable du fait que les objets sont attirés par la Terre. Donc lorsque vous sautez, vous retombez. Pourquoi? Parce que la Terre vous attire à elle. De la même manière, vous laissez tomber un objet, il tombe. D'accord? Donc pour nous, c'est logique qu'un objet tombe, mais c'est dû au fait que la Terre attire cet objet. Le petit g de la force P égale mg peut d'ailleurs être exprimé à partir de grand G, de la masse de la Terre, du rayon de la Terre. Parce que comme on a dit qu'on considérait l'objet, que la masse était concentrée dans le centre, vous êtes toujours situé à la même distance, grosso modo, même si vous montez de 10 mètres par rapport au rayon de la Terre, c'est négligeable, vous êtes toujours situé à la même distance du noyau de la Terre. C'est donc le rayon de la Terre. Donc le d au carré serait le rayon de la Terre au carré. Et la masse de la Terre est constante. Et donc petit g est égal finalement à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc au lieu de s'embêter avec la force gravitationnelle et reprendre à chaque fois la masse de la Terre, le rayon de la Terre au carré, on a exprimé la force, le poids, la force qu'exerce la Terre sur un objet par cette formule-là, en créant une nouvelle constante à partir de la masse de la Terre, le rayon de la Terre et grand G. Il faut vous rendre compte d'une chose, c'est que donc la Terre vous attire à elle, mais vous attirez de la même manière, avec la même force, la même intensité, la Terre à vous. Alors, pourquoi c'est pas vous? Lorsque vous sautez, il n'y a pas la Terre qui se déplace vers vous, hein, d'accord? C'est vous qui vous retrouvez à vous déplacer vers la Terre. C'est simplement une question de masse. La masse de la Terre est énorme, la vôtre est ridicule comparée à celle de la Terre. Et donc finalement, si j'exerce la même force je pousse un élève, il va voler entre guillemets, je pousse avec la même force une voiture, elle ne va pas bouger. Donc c'est fait au fait que vous n'avez pas besoin de la même puissance et la même énergie pour faire bouger un petit objet et un gros objet en termes de masse. Donc c'est pour ça que lorsque vous sautez en l'air, c'est vous qui retombez parce que l'impact de votre force que vous exercez sur la Terre, c'est tellement ridicule par rapport à l'énergie qu'il faut pour faire déplacer la Terre qu'elle ne bouge pas. Donc voici pour la force gravitationnelle. La force électromagnétique, c'est une force qui s'exerce entre deux charges électriques, QA, QB, qui sont distantes d'une certaine distance qu'on a notée D dans la formule. La formule ressemble d'une certaine manière à la force gravitationnelle, donc c'est une constante K fois le produit des deux charges QA, QB divisé par la distance au carré. Donc elle est elle aussi de portée infinie, mais son intensité diminue inversement à la distance au carré. Deux charges de même signe vont se repousser, alors que deux charges de signe opposé vont s'attirer. Alors cette force n'est pas prépondérante à grandes échelles par rapport à la force gravitationnelle, parce que vous n'allez jamais avoir des objets avec des charges énormes, contrairement aux masses des objets qui vont être, elles, énormes. Et de plus, c'est dû au fait que dans un même objet, vos charges vu que les charges de signes opposés s'attirent, vous allez donc avoir les signes opposés qui vont se rapprocher, et donc finalement, si on dézoome un petit peu, de loin, ça fera comme si on n'avait pas de charge. Donc vous allez rarement avoir des objets, des gros objets qui vont être chargés électriquement. C'est une force qui est responsable de la cohésion de la matière au niveau moléculaire, des molécules entre elles. Elle va avoir des impacts à des échelles de l'ordre de la taille de l'être humain et un peu en dessous, sans rentrer non plus sans qu'elle soit prépondérante à l'échelle atomique. Maintenant, si on s'intéresse aux deux dernières forces, avant de passer à ces deux dernières forces, parlons vite fait un petit peu rappel de l'atome. Donc un atome, c'est modélisé par une sphère, vous avez un noyau au milieu, autour duquel gravitent des électrons qui sont négatifs. La taille du noyau par rapport à la taille de l'atome, c'est un facteur 100 000. Ce qu'on appelle, lorsqu'on représente un atome, on dessine une sphère. Il faut bien se rendre compte que la sphère extérieure de l'atome n'a pas de sens physique, ce n'est pas une frontière, d'accord? C'est simplement que les électrons tournant extrêmement vite, ils empêchent la matière de s'approcher. Si j'avais un marteau que je faisais tourner très très vite autour de moi, vous serez incapable de m'approcher. C'est un peu comme si j'avais créé une frontière par la trajectoire du marteau qui passe à toute vitesse.
vous empêchant d'approcher. Donc finalement, le contour de l'atome qu'on représente par une sphère, c'est la trajectoire de l'électron le plus éloigné du noyau. Dans le noyau, on retrouve les neutrons et les protons. Les neutrons sont chargés neutres, donc égal à 0. Les protons, P positifs. La charge du proton et de l'électron sont de même valeur en valeur absolue et de signe opposé. Ce qui fait que... vous avez un atome qui est électriquement neutre, ça implique que vous avez toujours le même nombre de protons que d'électrons. Si on s'intéresse aux neutrons et aux protons, on a vu dans cette activité qu'ils étaient eux-mêmes composés de quarks. Donc le quark, c'est des particules de taille inférieure à celle du neutron et du proton. Et vous en avez 3 qui composent le proton et 3 autres qui composent le neutron. Il existe plusieurs quarks, on ne va pas rentrer dans le détail, il en existe un paquet. Et donc voilà. Donc on a l'électron qui lui est considéré comme une particule élémentaire, ça veut dire qu'il n'est pas composé, en tout cas à l'heure actuelle dans notre théorie, par d'autres particules plus petites, alors que le proton et le neutron sont eux composés de quarks qui sont eux des particules élémentaires. Ça veut dire qu'on n'a pas, en tout cas à l'heure actuelle, décomposé ces particules en d'autres particules. Maintenant, si on reparle des autres forces, donc on a la nucléaire forte et la nucléaire faible. La nucléaire faible, sans rentrer dans trop les détails, on en reparlera lors de la radioactivité, que vous aurez à faire en DM pendant les vacances. C'est une force qui agit à très très faible distance, 10-18 mètres. Petit rappel, la taille d'un atome, c'est environ 10-10 mètres, et la taille d'un noyau, c'est 10-15 mètres. Vu qu'il est 100 000 fois, facteur 10 puissance 5, plus petit que l'atome. Donc on voit bien que cette force agit à une distance, à des distances inférieures à 1000 fois la taille du noyau. Donc elle est responsable de la radioactivité, sans rentrer trop dans les détails. La nucléaire forte, elle agit à la taille de 10-15 mètres environ. Cette force nucléaire forte est celle qui va permettre la cohésion entre les quarks, et aussi permettre la cohésion entre les protons et les neutrons entre eux. Ce qui fait que c'est elle qui va être responsable de la cohésion entre vos protons et neutrons et faire que votre noyau n'explose pas. Pour les quarks, elle agit d'une manière un petit peu comme un ressort. Ça veut dire que vos quarks, quand ils sont très proches l'un de l'autre, cette force ne va pas se faire ressentir entre les quarks, comme si le ressort est au repos. Par contre, dès qu'ils vont essayer de s'éloigner, ces quarks entre eux, ils vont être, vous allez tirer sur votre ressort et du coup le ressort entre guillemets, alors il n'y a pas de vrai ressort bien sûr, c'est une façon de voir les choses, ça va tirer les quarks entre eux et donc faire en sorte que vos quarks restent confinés. Et comme vos quarks restent confinés entre eux et donc très proches l'un de l'autre, ça crée la particule proton et la particule neutron. De la même manière, cette force permet aux protons, neutrons de rester collés entre eux. Parce que vous avez calculé lors de l'activité que si on s'amusait à calculer donc la force gravitationnelle et la force électromagnétique exercée entre deux protons l'un par l'autre, la force gravitationnelle était extrêmement négligeable et la force électromagnétique était très intense. Or, deux protons sont positifs et on a dit que deux charges de même signe se repoussent. Donc logiquement, si on considère juste la force gravitationnelle et électromagnétique, la force gravitationnelle étant négligeable, la force électromagnétique faisant qu'ils se repoussent, les noyaux atomiques ne devraient pas exister, donc les atomes ne devraient pas exister. Et donc la raison pour laquelle les noyaux existent, c'est dû au fait que la force nucléaire forte est prépondérante et a une intensité bien supérieure à la force électromagnétique dans ce domaine de distance. Et donc c'est elle qui fait qu'il y a une cohésion entre les protons et avec les neutrons, et donc ça permet d'avoir des noyaux stables. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, vous me les poserez lundi. Et puis voilà, bonne fin de week-end et à lundi.